deux ombres immenses émergèrent du blizzard, laissant derrière elles une traînée sanglante sur la neige immaculée. Un loup blessé, puisant dans ses dernières forces, protégeait de son corps une louve pleine, la défendant du vent glacial qui mordait la chair. Ils étaient venus chercher refuge à la porte de leur pire ennemi, l'homme, non pas pour tuer, mais pour survivre. Jean-Pierre aurait pu saisir son fusil, et personne dans la vallée ne l'aurait blâmé, mais au lieu d'un coup de feu, il ouvrit sa porte. Ce qui se déroula cette nuit-là est une histoire qui peut faire fondre la glace la plus dure dans une âme et raviver la foi en un amour si pur qu'il transcende les espèces. L'hiver dans les monts du Jura ne s'annonce jamais comme un invité, il arrive en maître absolu, défonçant les portes d'un coup de botte gelée. Cette année-là, novembre avait été trompeusement calme, mais les anciens du pays, aux yeux délavés par le soleil des cimes, savaient que le silence qui précède la tempête est bien plus effrayant que le hurlement du vent lui-même. Dans une vallée reculée et escarpée, là où les sapins plongeaient leurs racines dans le sol rocailleux comme pour retenir la montagne de s'effondrer dans l'abîme, se dressait un chalet solitaire, construit en rondins de bois sombre. C'était la maison de campagne de Jean-Pierre Lefebvre, un homme qui ressemblait lui-même à un vieux chêne noueux, ayant miraculeusement survécu à toutes les tempêtes de la vie. Jean-Pierre approchait de sa 68e année, mais la vieillesse ne l'avait pas courbé, elle l'avait plutôt séché, éliminant tout superflu pour ne laisser que les tendons, les os et une volonté de fer. Il était grand, avec des épaules larges qui semblaient habituées à porter le poids du ciel, et un visage sillonné de rides profondes, semblable aux crevasses de l'écorce d'un arbre centenaire. Sa barbe, épaisse et grise, descendait sur sa poitrine, dissimulant une vieille cicatrice au cou, souvenir d'une rencontre avec un lynx dans sa jeunesse. Ses yeux, de la couleur d'un ciel d'orage, observaient le monde avec cette assurance calme et pesante que l'on ne trouve que chez les hommes qui ont passé leur vie loin de l'agitation des villes. Jean-Pierre était un ancien garde forestier, un homme des bois qui connaissait chaque sentier, chaque source, chaque recoin de la forêt dans un rayon de 100 kilomètres. Mais il vivait désormais en reclus. 7 ans plus tôt, la mort lui avait arraché sa femme, Marie, une femme à la voix aussi claire qu'un ruisseau de montagne et aux mains qui sentaient le pain frais et les herbes sauvages. Après son départ, Jean-Pierre s'était muré dans le silence, fermant son âme à double tour et jetant la clé dans la neige profonde. Il ne lui restait que l'habitude du travail et des conversations muettes avec les objets qui l'entouraient. Le vent forçait à chaque minute, se transformant en un gémissement sourd et profond qui faisait vibrer les vitres des petites fenêtres du chalet. Le ciel, d'un gris de plomb le matin même, s'était maintenant confondu avec la terre dans un tourbillon blanchâtre. Jean-Pierre, après avoir enfilé un lourd pardessus en peau de mouton qui pesait sans doute plus qu'un adolescent de la ville, et enfoncé son bonnet de fourrure sur son front, sortit dans la cour. Le gel lui brûla instantanément le visage, comme une éclaboussure d'eau bouillante, et lui coupa le souffle. Il devait vérifier le mur arrière de la grange où il entreposait son bois de chauffage et sa vieille motoneige. La veille, il avait remarqué qu'une des planches s'était détachée, et si la tempête frappait de plein fouet, le vent risquait d'arracher le bardage comme une peau d'oignon. La grange était une vieille bâtisse, noircie par le temps mais solide, construite par son père en mélèze, un bois qui durcit comme la pierre avec les années. Jean-Pierre avançait péniblement à travers le rideau de neige, soulevant lourdement ses bottes chaudes, s'appuyant contre le vent comme contre un mur. La neige, sèche et dure, lui cinglait les yeux, s'infiltrait dans sa barbe, la transformant en une carapace de glace. Son esprit était vide de pensée, mu uniquement par l'instinct, sécurisé, vérifié, s'abriter. Il atteignit l'angle de la grange où le vent avait amoncelé une congère plus haute que sa ceinture et commença à déblayer la neige avec une pelle pour atteindre la base du mur. Le travail le réchauffait, faisant circuler le sang plus vite dans ses veines, mais une angoisse sourde ne quittait pas son cœur. Une sensation étrange, tenace, qu'il n'était pas seul dans cette tempête. Lorsque la pelle heurta la terre gelée avec un bruit sourd, Jean-Pierre se redressa pour reprendre son souffle. C'est à cet instant précis qu'il entendit, à travers le hurlement du vent, un son qui n'appartenait pas aux éléments. Ce n'était ni le sifflement du vent dans les branches, ni le craquement d'un vieil arbre, mais une respiration lourde, rauque, mêlée à un gémissement faible, presque humain. Il se figea, serrant le manche de la pelle si fort que les jointures de ses doigts blanchirent. En contournant l'angle de la grange, vers l'endroit où un tas de bûches formait un abri protégé du vent direct, il les vit. D'abord, il crut à 2 rochers gris recouverts de neige, mais les rochers bougèrent. C'étaient des loups. D'énormes bêtes sauvages, ennemis éternels de l'homme et du bétail, créatures des cauchemars des villageois. Mais en cet instant, il n'incarnait aucune menace, seulement le désespoir des condamnés. Le plus proche de lui était le mâle, un animal gigantesque au pelage gris foncé,
presque noir sur le garrot. Jean-Pierre le baptisa mentalement Bourrasque, en voyant la puissance et la stature de la créature. Même dans un état de semi-conscience, il inspirait une crainte respectueuse, une large poitrine, des pattes puissantes capables de briser l'échine d'un cerf, et de multiples cicatrices sur le museau, témoins de dizaines de combats. Mais aujourd'hui, ce roi de la forêt était vaincu. Sur son flanc, à travers la fourrure emmêlée, suintait une croûte de sang sombre et coagulé, la trace d'un coup terrible, peut-être les griffes d'un ours ou les bois d'un grand cerf. Il gisait, étendu le long du mur, formant de son corps une barrière vivante contre le vent pour celle qui se cachait derrière lui. Bourrasque était un guerrier qui se mourait, mais qui continuait d'accomplir son devoir. Son souffle s'échappait de sa gueule en nuages de vapeur, rare et lourd. Et son seul œil visible, jaune et trouble, observait l'homme sans haine, avec seulement une fatigue infinie. Derrière le géant, blotti contre les rondins de la grange, se trouvait la louve. Elle était plus petite que le mâle, avec un pelage plus clair, d'un gris argenté, qui paraissait maintenant terne et souillé. L'œil exercé de l'ancien garde forestier de Jean-Pierre comprit immédiatement, Taïga, une jeune et forte femelle. Mais elle était à présent complètement démunie. Son ventre était d'une grosseur anormale. Elle était au terme de sa gestation et, à en juger par les soubresauts convulsifs de ses flancs, la mise bas avait déjà commencé ou était imminente. Dans ses yeux d'ambre, dilatés par la terreur et la douleur, se lisait la panique d'une bête traquée. Elle retroussa ses babines, émettant un grognement bas et vibrant, mais ne tenta pas de se lever. Les forces l'avaient abandonnée. Taïga était l'incarnation de la nature sauvage, méfiante et farouche, pour qui l'homme était un messager de mort. Mais la tempête l'avait acculée dans cette impasse, et elle était désormais l'otage de la situation. L'instinct maternel la poussait à protéger ses petits encore à naître, mais l'instinct de survie hurlait l'impossibilité de résister. Jean-Pierre restait immobile, sentant le froid s'insinuer sous son par-dessus. La situation était impensable. La loi de la forêt est simple, toi ou l'autre. Les loups égorgeaient les moutons, emportaient les chiens, ils étaient des concurrents. N'importe qui à sa place serait retourné à la maison chercher un fusil et aurait mis fin à cela d'un seul coup, ou les aurait simplement laissés geler, permettant à la nature d'achever son œuvre. Mais Jean-Pierre regardait Bourrasque, la façon dont ce géant mourant essayait de réchauffer sa compagne, et quelque chose se brisa dans son âme recouverte par la glace de la solitude. Il se souvint de Marie, de la façon dont elle laissait toujours une écuelle de lait pour les hérissons et des miettes de pain pour les oiseaux, en disant « La nature n'a pas de mauvais enfants, Jean-Pierre, seulement des malheureux. » Il ne pouvait pas les tuer. Ni maintenant, ni de cette façon. Mais les accueillir dans sa maison était une folie. Des bêtes sauvages dans un espace clos, c'était une bombe à retardement. Cependant, les laisser ici signifiait signer leur arrêt de mort. La tempête s'intensifiait, et dans une heure, ils seraient simplement ensevelis sous la neige. Alors, les gris ? Croassa Jean-Pierre, sa voix, emportée par le vent, sonnant étrange et étrangère dans ce chaos blanc. Vous êtes venu mourir sur mon seuil ? Pas question. Il ne fit aucun mouvement brusque, sachant que le moindre geste pouvait provoquer une attaque du désespoir. Il changea lentement la pelle de main, non comme une arme, mais comme un outil. Taïga tressaillit, son grognement s'intensifia. Elle essaya de se soulever, mais le poids de son ventre la cloua au sol. Bourrasque cligna simplement des yeux. Ses forces s'amenuisaient à chaque seconde. Jean-Pierre se mit à creuser. Il ne jetait pas la neige sur les loups, mais dégageait un passage étroit depuis leur abri jusqu'à la porte de la grange, située à seulement 3 mètres. La neige volait de chaque côté, la pelle crissait sur la terre gelée. Jean-Pierre travaillait méthodiquement, sans regarder les bêtes dans les yeux pour ne pas les défier. Il sentait leur regard dans son dos, l'un s'éteignant, l'autre plein de peur et de haine. Quand la tranchée fut prête, il s'approcha de la porte de la grange, fit sauter la glace formée sur le verrou et ouvrit avec force le lourd battant en bois. À l'intérieur, il faisait sombre, une odeur de bois sec, d'essence et de foin ancien flottait dans l'air. Mais surtout, il n'y avait pas de vent. Il s'écarta, leur cédant le passage, et se tint debout, appuyé sur sa pelle, montrant par toute son attitude qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer. « Allez, dit-il en désignant de la main l'intérieur sombre de la grange. Il y fait plus chaud. Si vous voulez vivre, entrez. » Ils ne comprenaient évidemment pas les mots, mais ils saisirent l'intonation. Bourrasque fut le premier à bouger. Avec un effort incroyable, gémissant et tremblant de tout son corps, il se hissa sur ses pattes avant.
Ses pattes arrière traînaient, mais il rampait. Il ne se sauvait pas lui-même, il lui montrait le chemin. Il rampa sur 1 mètre, laissant une trace sanglante sur la neige, et s'arrêta, se retournant vers la louve. Taïga, voyant que le mâle avançait et que l'homme n'attaquait pas, se mit à ramper à son tour. Elle se déplaçait par à-coups, gémissant entre ses dents à cause de la douleur et des contractions. C'était un spectacle à la fois pitoyable et majestueux. 2 prédateurs ravalant leur fierté face à la mort. Ils passèrent devant Jean-Pierre, si près qu'il aurait pu les toucher de la main, sentir l'odeur de leur fourrure mouillée et l'odeur de maladie émanant des blessures du mâle. Taïga lui lança un regard de biais, un œil d'ambre où se mêlaient la menace et la supplication, mais elle ne s'arrêta pas. Dès que la queue de la louve disparut dans l'obscurité de la grange, Jean-Pierre fit un pas en avant et referma la porte, enclenchant le lourd verrou. Le bruit du vent s'assourdit instantanément, comme si quelqu'un avait éteint le son d'un énorme récepteur radio. Il resta dehors sous les assauts des flocons, sentant ses genoux trembler, non de froid, mais de tension. Il venait de laisser entrer la mort sauvage dans sa cour, violant toutes les lois non écrites de la sécurité. Mais quelque part au fond de lui, là où subsistait encore le souvenir de la chaleur des relations humaines, il ressentit un étrange soulagement. Aujourd'hui, sur ces terres, personne ne mourait de froid. Du moins, pas maintenant. Jean-Pierre s'essuya le visage avec sa manche, secouant la neige collée, et se dirigea lentement vers le chalet, où l'attendait un thé refroidi et le portrait de sa femme qui semblait le regarder avec approbation à travers les motifs de givre sur la vitre. La tempête continuait de hurler, mais désormais, dans ce hurlement, Jean-Pierre entendait non seulement une menace, mais aussi le début d'une nouvelle histoire, encore inconnue, qui allait changer à jamais sa vie solitaire. À l'intérieur de la grange régnait une obscurité épaisse, palpable, imprégnée des odeurs de vieux bois, d'huile de moteur et maintenant, de l'odeur lourde et musquée de la fourrure animale mouillée. Jean-Pierre, après avoir poussé le verrou, s'adossa un instant à la porte, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre. Dehors, le monde semblait s'effondrer sous les coups du vent, mais ici, dans cet espace clos, le temps s'écoulait différemment. Lentement, visqueusement, soumis au rythme de la respiration rauque des 2 prédateurs dans le coin. Il n'alluma pas la lumière électrique, une ampoule blafarde sous le plafond, pour ne pas effrayer les bêtes par un éclat soudain. À la place, il trouva à tâtons sur une étagère une vieille lampe à pétrole. Il gratta une allumette, et une douce flamme jaunâtre se mit à danser derrière le verre noirci, projetant de longues ombres mouvantes sur les murs couverts d'outils. Dans cette lumière incertaine, la scène dans le coin paraissait encore plus dramatique. Les loups s'étaient réfugiés dans l'espace entre une pile de bûches de bouleau et un vieil établi. Taïga était couché sur le flanc. Sa respiration était rapide et superficielle. Ses flancs se soulevaient convulsivement, et sa patte arrière grattait périodiquement le sol en terre battue, y laissant de profonds sillons. Bourrasque gisait à côté, mais sa posture n'exprimait plus la volonté de protéger. Sa tête énorme reposait sur ses pattes avant, ses yeux étaient clos, et seul un frémissement à peine perceptible de ses narines indiquait que la vie palpitait encore dans ce corps meurtri. Jean-Pierre comprit, le mal était en train de partir. Les blessures internes étaient trop graves, et le froid qu'il avait absorbé à l'extérieur avait déjà atteint son cœur. Le vieil homme agissait lentement et méthodiquement, s'efforçant de ne pas faire de mouvements brusques ni de bruit fort. La première chose à faire était de donner de la chaleur. Au centre de la grange se trouvait un poêle à bois en fonte, fidèle compagnon de ses longues soirées d'hiver solitaires lorsqu'il y réparait son matériel. Jean-Pierre remplit le foyer de petits bois secs et de bûches, y versa un peu d'allume-feu, et bientôt, le feu se mit à gronder dans le tuyau, dévorant le bois avec un crépitement avide. La chaleur commença à se propager par vagues, chassant l'humidité. Ensuite, il prit sur une étagère une bassine en émail, la remplit de neige propre d'un seau qui se trouvait près de l'entrée et la posa sur le poêle. Les bêtes, surtout la parturiente, auraient besoin d'eau. Pendant tout ce temps, il ne regardait pas directement les loups, mais sa vision périphérique enregistrait chacun de leurs mouvements. Taïga le surveillait. Son regard, embrumé par la douleur, était fixé sur chaque pas de l'homme. Quand Jean-Pierre tendit la main vers les crochets sous le plafond où était suspendue la carcasse gelée d'un lièvre, un appât pour des pièges qu'il n'avait jamais utilisés, la louve émit un grognement sourd et prémonitoire. Ce n'était pas un son d'agression, mais plutôt un gémissement de peur. « Doucement, ma belle, doucement », murmura Jean-Pierre pour lui-même en décrochant la carcasse. Il posa le lièvre sur l'établier, avec un lourd couteau de chasse, découpa la viande en gros morceaux. Il savait qu'il ne mangerait probablement pas tout de suite,
mais l'odeur de nourriture pouvait apaiser un peu leurs instincts de prédateurs, montrant que l'homme ici n'était pas un concurrent, mais une source de ressources. Il ne s'approcha pas trop. D'un geste ample, il lança habilement les morceaux de viande dans leur coin, de sorte qu'ils tombent à un demi-mètre du museau de la louve. Taïga tressaillit, découvrit ses crocs blancs, mais laissa aussitôt retomber sa tête sur le lit de sueur. Une nouvelle contraction tordit son corps en arc. Ça commençait. Jean-Pierre retourna près de la porte, s'assit sur une caisse renversée et sortit sa blague à tabac. Il ne pouvait pas l'aider comme il aurait aidé une vache ou une chienne. Toucher une louve sauvage en ce moment signifiait perdre une main. La nature devait faire son œuvre. La grange se remplit des bruits d'une lutte. Non pas une bataille contre un ennemi, mais une bataille pour une nouvelle vie. Taïga gémissait, mordait une poutre en bois contre laquelle ses pattes s'arc-boutaient. Son corps était secoué de convulsions. Jean-Pierre fumait, envoyant des ronds de fumée bleutée vers le plafond, et ses pensées retournèrent malgré lui vers le passé, vers cette nuit, 40 ans auparavant, où Marie avait perdu leur premier-né. Il y avait aussi une tempête ce jour-là, et le médecin n'avait pas pu arriver à temps du chef-lieu. Il se souvenait de ce sentiment d'impuissance, quand on se tient à côté, incapable d'aider, tandis qu'un être cher souffre. Il éprouvait maintenant une étrange sensation de déjà-vu. Seulement, à la place de sa femme, il y avait devant lui une bête sauvage, un ennemi de toujours devenu un invité fortuit. Ce parallèle résonna douloureusement dans son cœur, mais en même temps, il renforça sa détermination. Cette fois, la mort ne devait pas gagner. 1 heure passa, peut-être 2. L'eau dans la bassine se mit à bouillir, remplissant l'air de vapeur. Dans le coin, quelque chose changea. Les gémissements de Taïga firent place à une expiration brusque. Puis le silence s'installa, rompu une seconde plus tard par un petit couinement faible et humide. Jean-Pierre se pencha en avant, plissant les yeux dans la pénombre. Près de la queue de la louve, une petite masse sombre s'agitait. La louve se roula aussitôt en boule, commençant à lécher frénétiquement le nouveau-né. Sa langue travaillait vite et rudement, stimulant la circulation sanguine et la respiration du louveteau. Mais la vie et la mort, cette nuit-là, dansaient une valse, main dans la main. Au moment même où le premier louveteau remplissait ses poumons d'air, Bourrasque exhala un dernier long soupir. Sa cage thoracique s'affaissa et ne se souleva plus. Son énorme tête glissa légèrement de ses pattes, et son œil jaune, jusqu'alors mi-clos, regardait maintenant le vide, vitreux et immobile. Taïga, occupée par son premier-né, se figea une seconde. Elle tendit le cou, enfouit son nez dans la joue froide de son partenaire, renifla comme pour le réveiller, mais aucune réponse ne vint. Elle se figea, et il sembla à Jean-Pierre qu'il faisait plus froid dans la grange. La louve comprit. Elle émit un son que Jean-Pierre n'avait jamais entendu auparavant. Quelque chose entre un soupir et un hurlement silencieux, plein de chagrin, mais elle retourna aussitôt à son petit. L'instinct de procréation était plus fort que le deuil. Aux morts le repos, aux vivants la vie. Au cours de l'heure suivante, 2 autres virent le jour. Le deuxième était grand, actif. Il rampa immédiatement vers le ventre de sa mère, bousculant son frère. Le troisième, le plus petit, semblait faible. Il gisait un peu à l'écart, immobile. Et Jean-Pierre pensa un instant qu'il était mort. Mais Taïga le ramena vers elle avec son museau, le réchauffa de son souffle, et lui aussi se mit à couiner faiblement. Maintenant que tout était fini, Jean-Pierre se leva. Il devait lui donner de l'eau. La déshydratation après la mise bas pouvait la tuer plus vite que la faim. Il prit une louche, puisa de l'eau tiède dans la bassinée, s'efforçant de se mouvoir avec fluidité, s'approcha, mais sans franchir la ligne de sécurité invisible. À environ 3 pas du nid. Il posa une vieille poêle plate sur le sol et y versa de l'eau. Puis, avec un long bâton, il poussa la poêle sur le sol jusqu'au museau de la louve. Taïga suivit le bâton avec tension. Le poil de son garrot était hérissé, mais la soif l'emporta. Elle commença à laper avidement, sans quitter l'homme des yeux. Sa langue était rouge de sang. Elle avait mangé le placenta, comme il se doit pour un prédateur, pour effacer les traces de la naissance et reprendre des forces. Jean-Pierre retourna sur sa caisse. Le poêle ronronnait, répandant une chaleur bienfaisante. Les ombres sur les murs s'étaient calmées. Dans le coin gisait une louve, nourrissant 3 enfants. Et à côté d'elle, comme une sentinelle partie pour une garde éternelle, gisait le loup mort. Cette image, le triomphe de la vie sur fond de tragédie,
se grava à jamais dans la mémoire de Jean-Pierre. Il regarda ses mains, des mains rudes et calleuses de vieil homme, qui aujourd'hui n'avait pas tenu une arme, mais offert de la chaleur. Dehors, la tempête commençait à se calmer. Le vent ne frappait plus les murs avec la même fureur, comme s'il reconnaissait sa défaite face à ce qui s'était produit à l'intérieur. Jean-Pierre ferma les yeux, écoutant le léger bruit de succion des louveteaux, et pour la première fois en 7 ans, il sentit que dans sa maison, même si ce n'était que dans la grange, il n'y avait plus ce vide glacial et mortel de la solitude. Le matin arriva non pas avec l'aube, mais avec le silence. La tempête, qui avait fait rage pendant 2 jours, s'était essoufflée, laissant derrière elle un monde enveloppé dans un linceul d'une blancheur virginale et aveuglante. Le ciel au-dessus des monts du Jura s'était dégagé, devenant haut et d'un bleu perçant, de ceux qui font mal aux yeux. Et l'air était si transparent et si glacialement sec que chaque inspiration semblait une gorgée d'eau glacée. Jean-Pierre Lefebvre sortit sur le perron, plissant les yeux face au soleil qui se reflétait dans des myriades de cristaux de neige. Le silence était tel qu'on pouvait entendre, dans la forêt à un demi-kilomètre de la maison, une branche de sapin craquer sous le poids de la neige. Le vieil homme resta un instant, appuyé contre le chambranle de la porte, sentant son dos endolori après une nuit blanche, puis se dirigea vers la grange. La neige dans la cour formait des dunes denses et ondulées, et Jean-Pierre dut tracer un chemin, levant ses lourdes bottes chaudes. Arrivé à la porte de la grange, il s'arrêta et écouta. Aucun son ne provenait de l'intérieur, mais il savait que la vie y continuait, cachée et méfiante. Il fit lentement glisser le verrou et entr'ouvrit la porte, laissant entrer une bande de lumière solaire éclatante dans laquelle des poussières se mirent à danser. Le tableau qui s'offrit à lui était monumental dans sa quiétude et sa tragédie. Taïga, la louve, n'était plus étendue. Elle était assise, enroulée en une boule serrée autour de ses petits. Sa tête reposait sur ses pattes avant, mais ses yeux d'ambre étaient ouverts et fixaient la porte sans ciller. Sa fourrure avait séché et s'était gonflée, dissimulant sa maigreur douloureuse. À côté d'elle, à seulement un demi-mètre, gisait Bourrasque. Pendant la nuit, son corps s'était complètement raidi, se transformant en un monument à lui-même. Le givre recouvrait son garrot noir d'une pellicule d'argent, le faisant ressembler à une idole de pierre déchue. Jean-Pierre savait ce qu'il devait faire. Laisser une bête morte à côté des vivants était impossible. L'odeur de la décomposition, même par ce froid, commencerait bientôt à attirer d'autres prédateurs. Et pour la louve elle-même, ce voisinage était un fardeau. Mais emporter le corps du chef de meute à sa compagne était une tâche risquée. Il entra, s'efforçant de se mouvoir avec fluidité et prévisibilité. Taïga émit un son guttural et bas, non pas un grognement, mais un avertissement. Ses oreilles se plaquèrent contre sa tête. Ses muscles se tendirent, prêts à bondir malgré sa faiblesse. Jean-Pierre s'arrêta. « N'aie pas peur, ma belle, dit-il doucement, en regardant non pas dans ses yeux, mais le corps du loup. Il est temps pour lui, la terre l'attend. » Il prit un morceau de bâche qu'il utilisait pour couvrir le bois et, lentement, pas à pas, s'approcha de Bourrasque. La louve suivait chacun de ses mouvements. Ses narines se dilataient, aspirant l'odeur de l'homme. Quand Jean-Pierre se pencha et saisit les pattes raidies du mâle, Taïga tressaillit, se soulevant sur ses pattes avant et découvrant ses crocs. C'était le moment critique. Si elle décidait de défendre le corps, il devrait battre en retraite ou la tuer, ce qu'il ne voulait pas. Mais Jean-Pierre ne recula pas. Calmement, avec respect pour le poids de la mort, il tira le corps sur la bâche. La louve se figea. Peut-être comprit-elle que l'homme n'allait pas manger son partenaire. Ou peut-être que son instinct lui dictait que les morts doivent partir pour que les vivants puissent survivre. Elle reposa lentement sa tête sur ses pattes, mais son regard resta lourd comme du plomb. Jean-Pierre traîna avec peine la lourde carcasse hors de la grange. Sur la neige, une large trace se forma, semblable au lit d'une rivière asséchée. Il déposa le corps de Bourrasque sur un traîneau en bois, un simple traîneau sans patins qu'il utilisait pour transporter le bois mort, et s'attela à la sangle. Le chemin serait long. Il avait décidé d'enterrer le loup non pas simplement dans la forêt, mais dans un lieu spécial, au pied d'un vieux sapin qui se dressait au bord d'une falaise surplombant la Durance. Ce sapin était pour Jean-Pierre une sorte de temple. Il devait avoir 300 ans. Ses racines, noueuses et puissantes comme les veines de la terre, enlaçaient les rochers, retenant l'arbre au-dessus du vide. C'est ici que Jean-Pierre s'asseyait souvent le soir, parlant à sa femme. C'est ici qu'il se sentait connecté à quelque chose de plus grand que la simple nature. Tirer le fardeau dans la neige profonde était difficile.
la sangle lui cisaillait les épaules, son souffle s'échappait en nuages de vapeur, son cœur battait à ses tempes comme un marteau sourd. Mais Jean-Pierre avançait obstinément, sans s'arrêter. Il se sentait une étrange responsabilité envers cette bête. Bourrasque était mort en protégeant sa famille, mort en guerrier, et il méritait des honneurs guerriers, pas d'être déchiqueté par les renards et les corbeaux. Arrivé au sapin, Jean-Pierre s'essuya le front et se saisit d'un pic et d'une pelle. La terre sous le sapin était gelée, pierreuse. Elle résonnait sous les coups du métal comme une cloche. Creuser une tombe en hiver est un travail de forçat. Chaque centimètre était une victoire. Jean-Pierre brisait le sol gelé, jetait des éclats de pierre, et à chaque coup, ce n'était pas seulement la fatigue qui sortait de lui, mais aussi l'amertume accumulée au fil des ans. Il pensait à la bizarrerie de la vie. La veille, il aurait pu abattre cette bête, et aujourd'hui, il lui creusait une tombe, y consacrant ses dernières forces. Le soleil commençait déjà à décliner vers l'ouest, colorant les sommets enneigés de rose et d'or. Quand la fosse fut prête, il y descendit le corps du loup, le couchant sur le flanc, comme s'il dormait simplement. Avant de reboucher la tombe, Jean-Pierre se tint un instant en silence, son bonnet à la main malgré le gel. Le vent agitait les cheveux gris du vieil homme et la fourrure noire de la bête. « Dors, mon frère, murmura-t-il. Tu as fait tout ce que tu pouvais. C'est mon tour de garde maintenant. » Il reboucha la fosse, formant un petit monticule, et le recouvrit de lourdes pierres pour que les bêtes ne déterrent pas la tombe. Au sommet, directement dans la terre gelée, il planta un vieux piège rouillé qu'il avait trouvé dans la grange, cassé, le ressort brisé. C'était un symbole, le signe que la guerre entre cette maison et la forêt était terminée. Quand il rentra au chalet, la nuit était déjà tombée. La grange l'accueillit dans le silence. Taïga ne dormait pas. Elle était dans la même position, mais maintenant, dans son regard fixé sur l'homme qui entrait, il y avait quelque chose de nouveau. Pas de la gratitude. Les loups ne connaissent pas la gratitude humaine. Mais une reconnaissance. Il avait enlevé le corps qui était devenu un fardeau dangereux, et n'avait fait de mal ni à elle ni à ses enfants. C'était le début d'une paix fragile, fondée non sur l'amitié, mais sur l'intérêt mutuel et le respect de la force. 3 jours passèrent. Le gel était vif, mordant. La nuit, la température descendait à -30°C, et les rondins de la maison craquaient comme des coups de fusil. Jean-Pierre continuait de porter de l'eau et de la nourriture à la grange, mais maintenant, il ne jetait plus simplement les morceaux, il les laissait à l'entrée, forçant la louve à se lever et à s'approcher. Elle avait besoin de mouvement pour que le sang ne stagne pas, pour que ses muscles retrouvent leur tonus. Taïga se rétablissait rapidement. La nature sauvage l'avait doté d'une incroyable capacité de régénération. Le 4e matin, en sortant sur le perron, Jean-Pierre vit que la porte de la grange, qu'il avait laissée entr'ouverte de la largeur d'une main pour la ventilation, était plus largement ouverte. Sur la neige fraîche, des traces de grandes pattes étaient clairement visibles. Elle menait à la forêt et revenait. Taïga était sortie en reconnaissance. Jean-Pierre se tendit. Partirait-elle? Emporterait-elle les petits maintenant, par un tel froid, alors qu'ils étaient encore aveuglés sans défense? Mais les traces menaient de nouveau à la grange. Elle était revenue. Cependant, ce qu'il vit près du perron le fit s'arrêter net. Sur la marche inférieure, soigneusement déposée, se trouvait la moitié d'une carcasse de lièvre variable. La neige autour était légèrement tassée, et on voyait des gouttes de sang. Jean-Pierre s'accroupit pour examiner le cadeau. Il connaissait les habitudes des loups. Les livres diraient que c'était un signe de gratitude pour le sauvetage. Mais Jean-Pierre, qui avait vécu toute sa vie dans la forêt, connaissait la vérité. Ce n'était pas un cadeau. C'était un paiement. Dans une meute de loups, chaque membre doit être utile. Si tu ne chasses pas, tu ne manges pas. Si tu manges la nourriture d'un autre, tu dois apporter la tienne. Taïga, en acceptant son aide et sa nourriture, l'avait reconnue comme faisant partie de sa meute temporaire, aussi étrange soit-elle, mais elle n'avait pas l'intention d'être une profiteuse. En laissant une partie de sa proie près de son repère, la maison, elle affirmait ses droits sur le territoire et confirmait en même temps son statut. Elle est forte, elle peut chasser, et elle contribue à la survie commune. C'était l'établissement d'une hiérarchie et des règles de cohabitation. Jean-Pierre sourit dans sa barbe, sentant le gel lui pincer les joues. Il ne ramassa pas le lièvre tout de suite. Il se releva,
regarda en direction de l'ouverture sombre de la porte de la grange, où il savait que brillaient deux yeux d'ambre attentifs. Il hocha brièvement la tête dans cette direction, acceptant les règles du jeu. « Reçu, Taïga, dit-il à voix haute pour qu'elle l'entende. Nous sommes du même sang, toi et moi, jusqu'à la fonte des neiges. » Il rentra dans la maison, éprouvant une étrange fierté. Il n'avait pas domestiqué une bête. Il avait conclu avec elle une alliance d'égaux. Et cette alliance, scellée par une tombe sous un sapin et du sang sur la neige, était plus solide que n'importe quelle chaîne. Un mois s'écoula sur les monts du Jura comme une longue expiration glaciale. Dans les montagnes, le temps ne se mesure pas en heures, mais à la hauteur des congères et à la longueur des ombres. Et à la mi-décembre, l'hiver entra dans sa pleine et impitoyable puissance. Cependant, dans la vieille grange de Jean-Pierre Lefebvre, où régnait il y a peu l'odeur de la mort, bouillonnait maintenant une vie agitée, bruyante et totalement imprévisible. Les louveteaux, nés la nuit de la tempête, avaient ouvert les yeux et commençaient à explorer le monde, qui pour l'instant se limitait au mur de la grange et à un petit carré de cour déneigé devant la porte. Ils étaient 3, et chaque jour rendait leur caractère plus distinct, comme si l'on développait une photographie sur du papier blanc. Le premier-né, le plus grand, fut nommé Gris. C'était un vrai fils de son père bourrasque, puissant, avec une large poitrine et une bande sombre, presque noire, le long de l'échine. Déjà, à l'âge d'1 mois, il montrait des aptitudes de leader et de tyran. Pendant la tétée, il était le premier à se frayer un chemin vers les mamelles de Taïga, repoussant sans ménagement les autres, et dans les jeux, il cherchait toujours à plaquer son frère ou sa sœur au sol, les maintenant de sa patte et émettant un grognement ridicule mais déjà autoritaire. La deuxième était Lune, la seule femelle de la portée, gracieuse, avec un pelage argenté et clair qui semblait presque blanc au crépuscule. Elle était la curiosité et l'agitation incarnées. Si Gris cherchait la bagarre, Lune cherchait l'aventure. Elle fut la première à apprendre à franchir le haut seuil de la grange et fourrait constamment son nez humide dans chaque fissure, chaque saut, risquant de se coincer ou de tomber. Et il y avait le troisième, Calme, le plus petit, avec une teinte rousse sur les pattes. Il justifiait pleinement son nom. Calme ne se mêlait pas aux bagarres et ne s'enfuyait pas. Il était un observateur. Souvent, Jean-Pierre, occupé dans la cour, surprenait son regard attentif et fixe. Le louveteau pouvait rester assis sur son derrière pendant des heures, la tête drôlement penchée sur le côté, observant le vieil homme fendre du bois ou déblayer la neige, comme s'il essayait de comprendre le sens de ces étranges rituels humains. La cour de Jean-Pierre, qui avait connu pendant des années l'ordre parfait d'un homme seul, s'était transformée en un terrain de jeu chaotique. Les louveteaux faisaient leurs dents, et cette démangeaison dans les gencives les poussait à ronger tout ce qui leur tombait sous la patte. La première victime fut un balai, imprudemment laissé près du perron. Jean-Pierre le retrouva le matin, réduit en milliers de brindilles, et un Gris satisfait traînait le reste du manche dans la cour comme un trophée de guerre. Ensuite, ce fut le tour du coin du perron lui-même. Le pain tendre plut au petit. Le vieil homme ne se fâchait pas, il éprouvait plutôt un étrange sentiment, oublié depuis longtemps, d'indulgence paternelle mêlée d'agacement. Alors, les termites des bois? Grommelait-il en sortant le matin sur le perron et en voyant Lune essayer de tirer de la corde à linge sa chaussette en laine tombée la veille. Vous ne savez que détruire le bien public. Pour sauver sa propriété d'une destruction complète, Jean-Pierre se souvint de son ancien métier. Le soir, assis près du poêle, il taillait dans des bûches de bouleau des jouets lisses et solides, des os, des boules, des formes simples. Il sentait la fumée et les mains de l'homme. Le matin, il les dispersait dans la cour. Les louveteaux se jetaient sur les nouveaux objets avec enthousiasme. Gris s'appropria immédiatement la plus grosse boule en bois, grognant sur quiconque s'approchait. Et Calme choisit une petite bûche plate et la taillait méthodiquement dans un coin, jetant de temps en temps un coup d'œil à Jean-Pierre, comme pour vérifier s'il approuvait son choix. Taïga observait cette garderie avec une sérénité philosophique. Elle ne se cachait plus dans l'obscurité de la grange. La louve était souvent allongée sur le foin à l'entrée, les pattes avant étendues, et ses yeux jaunes mi-clos suivaient chaque mouvement des petits. Elle ne laissait toujours pas Jean-Pierre s'approcher à moins de 5 pas, mais la tension d'un ressort prêt à se détendre avait disparu de sa posture. Elle avait accepté les conditions de voisinage. La cour était un territoire neutre où ses enfants étaient en sécurité. Mais le monde au-delà de la cour était plein de dangers que les petits ne connaissaient pas encore. Un jour de gel clair, alors que le soleil inondait la vallée d'une lumière éblouissante, ce que Jean-Pierre craignait arriva. Il fendait du bois derrière la maison quand il entendit,
du côté du ruisseau qui coulait à une centaine de mètres en contrebas de la pente, un couinement aigu et angoissé. Ce n'était pas un bruit de jeu, c'était un cri de peur. Lâchant sa hache, le vieil homme se mit à courir, s'enfonçant dans la neige profonde. Le ruisseau, habituellement calme et peu profond, se transformait en hiver en un piège sournois. Sous une fine couche de glace et de neige se cachaient des cavités et des pierres acérées, et l'eau, malgré le gel, continuait de couler, glaciale et noire. Arrivé sur la rive, Jean-Pierre vit une scène qui lui serra le cœur. L'une, l'éternelle exploratrice, avait apparemment poursuivi une souris ou un oiseau et était tombée de la rive escarpée dans une crevasse rocheuse. Sa patte arrière était coincée entre deux rochers couverts de verglas. L'eau glaciale lui baignait le ventre, et la petite tremblait de froid et de terreur. Elle gémissait, griffant la pierre glissante de ses griffes, mais ne pouvait pas se libérer. Sur la rive, un demi-mètre au-dessus d'elle, Taïga s'agitait. La louve était en panique. Elle gémissait, se couchait sur le ventre, tendait son museau vers son petit, mais la crevasse était trop étroite et profonde. Elle ne pouvait pas y descendre sans écraser le louveteau de son poids, et ne pouvait pas atteindre la nuque de l'une avec ses dents. En voyant l'homme arriver en courant, Taïga hérissa son poil et se mit à grogner, découvrant ses crocs. L'instinct maternel la déchirait. Elle avait besoin d'aide, mais l'approche d'un homme près de son petit blessé déclenchait un signal de menace maximale. Jean-Pierre s'arrêta à 10 pas, respirant lourdement. La vapeur s'échappait de lui en nuages. Il évalua la situation en un instant, s'il ne sortait pas l'une de là maintenant, dans 10 minutes, elle mourrait d'hypothermie ou de pneumonie. Mais entre lui et le petit se tenait une louve enragée de près de 50 kilos. « Taïga, recule !» cria-t-il d'une voix autoritaire, essayant de couvrir le bruit de l'eau. La voix de l'homme, ferme et calme, déconcerta la louve un instant. Elle fit un pas en arrière, sans cesser de grogner. Son regard oscillait entre Jean-Pierre et le petit qui se débattait dans l'eau. Jean-Pierre comprit que c'était sa limite. Elle n'attaquerait pas tout de suite s'il agissait vite. Il entra dans la bouillie glacée près de la rive. L'eau imprégna instantanément ses bottes. Un froid glacial lui serra les chevilles. Taïga se coucha au sol, prête à bondir. Son grognement devint un grondement continu et menaçant. Jean-Pierre ne la regardait pas. Toute son attention était portée sur l'une. Il se pencha, s'appuyant sur un genou contre une pierre tranchante, et plongea ses mains dans l'eau glacée. Le louveteau, fou de peur, lui mordit la moufle avec ses dents de lait, acérées comme des aiguilles. Mais Jean-Pierre n'y prêta pas attention. Il tâtonna pour trouver la patte coincée entre les pierres. Il fallait agir avec précaution pour ne pas briser l'os fragile. « Tiens bon, petite sotte », murmura-t-il, en appuyant sur une pierre d'une main et en tournant doucement la patte de l'autre. La pierre, glissante de mousse et de glace, céda d'1 millimètre. C'était suffisant. D'un coup sec, Jean-Pierre libéra la patte, attrapa le petit trempé et tremblant sous le ventre et, d'un seul mouvement, le jeta sur la neige, loin de la crevasse, droit vers les pattes de sa mère. Dès que l'une toucha le sol, Taïga cessa de grogner. Elle se jeta sur le petit, non pas avec colère, mais avec avidité, commençant à le lécher frénétiquement, enlevant l'eau glacée et le réchauffant de sa chaleur. Jean-Pierre, lentement, à reculons, sortit du ruisseau. Ses jambes avaient déjà perdu toute sensibilité. Il se tenait debout, s'agrippant au tronc d'un bouleau, et les regardait. Taïga se détacha un instant du petit. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'homme. Dans ce regard, il n'y avait pas de gratitude humaine, celle dont on parle dans les contes de fées. Il y avait quelque chose de plus ancien et de plus honnête, une compréhension de la force et de l'absence d'hostilité. Elle avait compris qu'il aurait pu tuer, mais qu'il avait sauvé. Elle renifla, poussa du nez une lune trempée et gémissante et la mena, ainsi que ses frères silencieux qui avaient observé la scène à distance de sécurité, en direction de la grange. Jean-Pierre resta seul près du ruisseau. Il vida l'eau de ses bottes, sentant ses doigts commencer à s'engourdir, et, avec un sourire en coin, il murmura « Et voilà. On m'a nommé parrain. » En boitant, il se dirigea vers la maison, sachant qu'aujourd'hui, la frontière entre les mondes s'était à nouveau déplacée, devenant un peu plus transparente, mais restant tout aussi dangereuse que la fine glace d'un ruisseau de montagne. La fin décembre dans les monts du Jura fut glaciale et inquiétante. Le soleil, se hissant à peine au-dessus des crêtes dentelées des montagnes, brillait d'un éclat vif mais ne chauffait pas, inondant la vallée d'une lumière froide et sans vie où chaque ombre semblait découpée dans du papier noir.
Le monde autour du chalet de Jean-Pierre Lefebvre avait changé de manière imperceptible, mais irréversible. L'air, qui jusqu'à récemment vibrait d'une pureté cristalline, apportait maintenant des basses terres des odeurs étranges et lourdes qui faisaient que Taïga, la louve, ne tenait plus en place. Elle avait cessé de s'allonger à l'entrée de la grange, observant paresseusement les ébats des petits. Elle était devenue une corde tendue, un concentré de nerfs et d'instinct. La louve tournait pendant des heures autour du périmètre de la cour, transformant la neige en une poudre glacée. Ses narines aspiraient avidement l'air, et le poil de son garrot était hérissé, comme si elle sentait le contact d'une main de glace invisible. Les louveteaux, gris, lunés calmes, sentant l'humeur de leur mère, s'étaient calmés. Ils n'organisaient plus de jeux bruyants avec les bûches de bois, mais se serraient les uns contre les autres au fond de la grange, ne sortant que rarement leur nez curieux pour recevoir aussitôt de leur mère un grognement sourd et prémonitoire qui les renvoyait dans l'obscurité. Jean-Pierre voyait ces changements. Il connaissait ce langage corporel, le langage de la bête qui a senti un ennemi plus redoutable que le gel et la faim. Un ennemi qui n'a pas l'odeur de la fourrure, mais l'odeur du fer et de la poudre. Un de ces matins, alors que le ciel était couvert d'un voile gris et bas, Jean-Pierre décida de vérifier la limite éloignée de sa propriété, là où une ancienne coupe forestière descendait vers la Durance. Il chaussa de larges skis de chasse, garnis de peaux de phoque, prit un long bâton et partit dans la forêt. La neige dans la forêt était profonde et poudreuse. Les skis s'enfonçaient, laissant derrière eux des sillons réguliers. Après avoir parcouru environ 2 kilomètres, là où l'épaisse forêt de sapins laissait place à un bois de bouleaux clairsemés, il s'arrêta. Le silence de la forêt était rompu par une bande laide et étrangère qui fendait la blancheur virginale de la neige. C'était la trace d'une motoneige, une large piste déchiquetée, empestant l'essence et la suie. La trace était fraîche, du matin même. Jean-Pierre s'accroupit, touchant du bout des doigts le bord de la piste. La neige y était compressée jusqu'à la dureté de la pierre. À côté, piétiné dans la congère, se trouvait un mégot de cigarettes sans filtre bon marché, avec un embout écrasé caractéristique. Jean-Pierre le ramassa, émietta le tabac entre ses doigts et fronça sombrement les sourcils. Il savait qui pouvait avoir laissé cette trace. Dans la région, il n'y avait qu'un seul homme qui se fichait des lois de la nature et de l'État. Un homme pour qui la forêt n'était pas un temple, mais une boucherie. Stéphane, surnommé le Brizos, était connu de tous les gardes et chasseurs honnêtes dans un rayon de 100 kilomètres. C'était un homme d'une 50aine d'années, mais il en paraissait 70. Son visage, grêlé de variole et rouge à cause des engelures constantes et de l'alcool bon marché, ressemblait à un morceau de viande crue. Les yeux de Stéphane étaient petits, larmoyants, incolores. Ils ne reflétaient jamais ni pitié, ni pensée, seulement une méchanceté stupide et avide. Il était grand, voûté, avec de longs bras disproportionnés, semblables à des pinces, et portait toujours une veste militaire graisseuse, brûlée en de nombreux endroits, d'où émanait à des kilomètres une odeur de graisse rance et de sang séché. Stéphane ne chassait pas pour se nourrir. Il tuait les bêtes pour leur peau, décimait des portées entières de zibeline, posait des collets pour les porte-muscs, ne dédaignant même pas la chasse printanière à l'ours dans sa tanière, ce qui était considéré parmi les vrais montagnards comme la dernière des bassesses. Quelques années plus tôt, on lui avait retiré son permis et confisqué ses armes. Mais pour des gens comme le Brizos, la loi n'était qu'un bout de papier. Il était de retour. Et il n'était pas revenu pour rien. La rumeur selon laquelle une louve et sa portée avaient été vues dans la vieille vallée avait pu atteindre le village. Des louveteaux en hiver, c'est de l'argent, et 3 louveteaux, c'est une proie facile, pour laquelle les receleurs de la ville paieraient un prix équivalent à un mois de beuverie. Jean-Pierre serra le mégot dans son poing jusqu'à ce qu'il se réduise en poussière. La guerre était venue à sa porte. De retour à la maison, Jean-Pierre ne prit pas de thé. Il sortit de sous son lit une vieille housse en toile, en souffla la poussière et en extirpa son fusil de chasse juxtaposé de calibre 12. Le fusil était vieux. Le bronzage des canons était usé jusqu'au métal blanc. La crosse en hêtre avait noirci avec le temps et l'usage. Mais les mécanismes fonctionnaient comme une horloge. Jean-Pierre s'assit à la table, étala des chiffons, une burette d'huile et commença le nettoyage. C'était un rituel. L'odeur de l'huile d'arme se mêla dans le chalet à celle des herbes séchées. Taïga, sentant cette odeur, s'approcha de la porte ouverte de la grange et se figea, aspirant l'air par ses narines. Elle connaissait cette odeur. Pour tout loup, l'odeur d'un fusil est l'odeur de la mort. Mais maintenant, en regardant l'homme qui nettoyait tranquillement les canons, elle ne s'enfuit pas.
Un changement s'était produit dans ses instincts. Cet homme avec le bâton tonnerre ne se préparait pas à l'attaquer. Elle sentait sa tension, sa colère, dirigée non pas vers l'intérieur de la cour, mais vers l'extérieur, d'où venait l'odeur d'essence. Jean-Pierre croisa son regard à travers la fenêtre. « Oui, ma fille, dit-il doucement en refermant le devant du fusil. Nous avons de la visite, de la mauvaise visite. » Il chargea des cartouches à chevrotine pour le loup, mais cette fois, ces chevrotines étaient destinées à protéger les loups. Il n'avait pas l'intention de tirer sur un homme, Dieu l'en préserve, mais un coup de feu en l'air est parfois plus efficace que n'importe quel mot. Le lendemain matin, à peine le jour levé, Jean-Pierre décida de vérifier le sentier menant à la source qui ne gelait jamais, où il prenait son eau. C'était le seul endroit du coin où l'eau jaillissait de terre, une source tiède empêchant la glace de prendre. Les animaux y venaient aussi pour s'abreuver. Taïga, voyant le vieil homme sortir de la cour, le fusil à l'épaule, se glissa silencieusement derrière lui. Elle ne marchait pas à ses côtés comme un chien, mais se tenait à distance, à une vingtaine de mètres, se cachant derrière les troncs d'arbres et les buissons, se fondant dans la neige grise, si bien qu'on ne la remarquait qu'à son mouvement. Jean-Pierre marchait lentement, inspectant attentivement chaque buisson, chaque branche. La forêt semblait vide, mais c'était un vide trompeur. En approchant de la source, il remarqua que la neige sur le sentier, habituellement lisse, paraissait à un endroit un peu plus poudreuse, comme si quelqu'un l'avait récemment recouverte d'une nouvelle couche. Il avait déjà levé le pied pour faire un pas, quand soudain, derrière lui, retentit un grognement court et sourd, non pas menaçant, mais sec, comme un ordre. Jean-Pierre se figea, sans poser le pied. Il se retourna. Taïga se tenait à découvert au milieu du sentier. Le poil de son garrot était hérissé. Ses oreilles étaient plaquées, et son museau pointait droit vers l'endroit où il allait poser le pied. Elle ne s'était pas approchée, ne l'avait pas tiré par le pantalon comme dans un film de série B. Elle avait simplement signalé le danger par son comportement. Jean-Pierre reposa lentement son pied dans son ancienne trace. Puis il enleva un skier, du bout de son bâton, sonda prudemment la neige poudreuse devant lui. Un déclic métallique sec retentit, qui sembla faire trembler les sapins, et dessous la neige, avec un claquement, jaillirent, se refermant, des mâchoires d'acier rouillé. C'était un piège à loup numéro 5, avec des dents soudées. Un engin terrible, capable de briser l'os d'un élan adulte, et d'arracher la jambe d'un homme jusqu'au genou. Sans l'avertissement de Taïga, Jean-Pierre serait maintenant étendu là, se vidant de son sang dans le froid. Une sueur froide perla dans son dos. Stéphane ne se contentait pas de poser des collets, il minait les accès à l'eau, sachant que tôt ou tard, les bêtes viendraient boire. Et il se fichait de savoir qui tomberait dans le piège, un loup, un chevreuil ou un homme. Jean-Pierre souleva le lourd piège avec son bâton. La chaîne était vissée aux racines d'un bouleau puissant. Le vieil homme sortit de sa poche une pince coupante qu'il portait toujours sur lui, coupa avec peine le fil de fer et jeta le fer mortel loin dans les buissons, dans un ravin profond où personne ne le trouverait avant le printemps. Il regarda Taïga. La louve se tenait immobile. Ses yeux jaunes rencontrèrent ses yeux gris. Dans ce dialogue silencieux entre deux êtres, séparés par des millénaires d'évolution mais unis par une menace commune, naquit une compréhension. Ils n'étaient plus de simples voisins, ils étaient des alliés dans une guerre pour la survie. Jean-Pierre ajusta le fusil sur son épaule, et son visage devint dur comme le granit des falaises du Jura. « Eh bien, Stéphane » murmura-t-il dans l'air glacial. « Tu l'as cherché. Ne te plains pas. » Le silence qui enveloppait la vallée ces derniers jours se brisa comme une corde trop tendue vers midi, lorsque le soleil était au zénith, inondant les champs de neige d'une lumière aveuglante et indifférente. Jean-Pierre était dans la maison, recousant une botte trouée avec du fil poissé, quand de l'extérieur parvint un son qui fit manquer un battement à son cœur. Les aboiements furieux et haletants de chiens. Ce n'étaient pas les jappements des chiens de ferme pourchassant les chats, mais le hurlement méchant et acharné de chiens de chasse qui avaient senti leur proie. Le vieil homme jeta son haleine, attrapa sa cartouchière sur la table, jetant son fusil sur son dos tout en courant, et se précipita sur le perron. Le spectacle qui s'offrit à lui était terrifiant dans son dynamisme. Dans la cour, juste à l'entrée de la grange, tournaient de grands chiens de chasse de type Laïka de Sibérie occidentale. Ce n'étaient pas des animaux de compagnie, mais des machines à tuer, entraînées pour l'ours et le sanglier. Le premier chien, un mâle gris sale à la queue écourtée, s'appelait Croc-Dur. Son museau était couvert de vieilles cicatrices, et ses yeux brûlaient d'une ardeur folle. Le second,
surnommé Féroce, était encore plus grand, avec un dos noir et une oreille déchirée, perdu dans un combat avec un lynx. Il se déplaçait à une vitesse effrayante, tentant de contourner la grange par le flanc. Un peu plus loin, appuyé sur des bâtons de ski et souriant de sa bouche édentée, se tenait Stéphane le Brisos. Sur son épaule était accrochée une carabine de chasse, mais il ne se pressait pas de la prendre, savourant manifestement le spectacle de ses chiens acculant la proie. Taïga, la louve, avait pris la seule position de défense possible, dans l'embrasure de la porte de la grange. Elle ne pouvait pas s'aventurer en terrain découvert, où les chiens l'auraient mise en pièces, profitant de leur supériorité numérique et de leur vitesse. Mais reculer à l'intérieur signifiait leur permettre de se ruer sur ses enfants. Elle s'était transformée en furie. Son poil s'était hérissé, la faisant paraître 2 fois plus grande. Ses crocs étaient découverts jusqu'aux gencives, et de sa gorge s'échappait un grognement vibrant et continu qui glaçait le sang. Croc-Dur fit une fente, claquant des dents à 1 centimètre de son museau, essayant de l'attirer à l'extérieur. Taïga répliqua, lui effleurant le museau de ses crocs, mais recula aussitôt, empêchant Féroce, qui arrivait sur le côté, de lui saisir la patte. C'était une danse mortelle, où un seul faux mouvement coûterait la vie. Mais le plus terrible se passait derrière elle. Les louveteaux, sentant le danger mortel, ne s'étaient pas blottis dans un coin comme d'habitude. Gris, le premier-né bagarreur, qui avait à peine 1 mois et demi, sortit soudain de l'obscurité et se plaça à côté de sa mère. Il était minuscule comparé au chien, une boule de poil ridicule. Mais dans sa posture, il n'y avait aucune peur. Il écarta ses petites pattes, hérissa le poil de son garrot, imitant sa mère, et émit un grognement de chiot, aigu mais féroce. Il essayait d'être un loup. Il essayait de protéger son frère et sa sœur, Calme et Lune, qui se serraient derrière lui. C'était un courage suicidaire. Féroce, remarquant le louveteau, changea instantanément de cible. Pour un chien expérimenté, ce petit était une proie facile. Un seul coup de mâchoire pouvait lui briser la colonne vertébrale. Le chien fit un bond en avant, ignorant Taïga, visant directement Gris. Arrêtez. Le rugissement de Jean-Pierre couvrit les aboiements des chiens. Le vieil homme ne descendit pas du perron, il dévala la pente comme une avalanche, brandissant son fusil. Stéphane, voyant cet énorme vieillard armé foncer sur lui, cessa de sourire et se jeta convulsivement sur sa carabine. Mais il était trop tard. Jean-Pierre ne visa pas les chiens. Le risque de toucher les loups était trop grand. Au lieu de cela, sans ralentir, il leva les canons verticalement et appuya sur la détente. Le coup de feu du calibre 12 dans l'air glacial retentit comme un coup de tonnerre qui fendait le ciel en deux. L'écho ricocha entre les flancs des montagnes, s'amplifiant à chaque fois. Des branches des vieux sapins, une avalanche de neige tomba, recouvrant la cour d'une poussière blanche. L'effet fut instantané. Les chiens de chasse, malgré leur férocité, étaient dressés à craindre le coup de feu s'il ne venait pas de leur maître. Ils s'écartèrent brusquement, la queue entre les jambes et les oreilles plaquées. Féroce, qui était sur le point d'attraper Gris, bondit en arrière, ses pattes glissant sur la glace. Taïga profita de l'hésitation, claquant des dents juste devant le museau du chien et repoussant le courageux mais stupide Gris à l'intérieur de la grange avec son corps. Un silence de mort s'abattit sur la cour, seulement troublé par la respiration lourde des hommes et des bêtes, et l'odeur de poudre brûlée qui s'enfonçait comme un coin acéré dans la fraîcheur glaciale. Jean-Pierre se tenait au milieu de la cour, les jambes largement écartées. La douille fumante fut éjectée du canon quand il cassa son fusil pour le recharger. Son visage était blanc de fureur. Ses yeux s'étaient transformés en 2 fentes de glace. Il était maintenant plus effrayant que n'importe quelle bête. Il pointa ses canons non pas sur les chiens, mais sur la poitrine de Stéphane. La distance entre eux était d'environ 15 mètres. Une distance mortelle pour de la chevrotine. Stéphane se figea. Ses mains s'immobilisèrent à mi-chemin de sa carabine. Il vit le regard du vieil homme et comprit, celui-ci tirerait, non pas pour une peau, non pas pour de l'argent, mais pour quelque chose que Stéphane était incapable de comprendre. « Rappelle tes chiens, Stéphane. » La voix de Jean-Pierre était basse, mais dans ce silence, elle sonnait plus effrayante qu'un coup de feu. « Rappelle-les, ou je les abats ici, et après, toi et moi, on discutera autrement. » Le Brisos déglutit. L'ivresse s'était instantanément dissipée de sa tête. Il était un salaud, mais pas un idiot.
Il savait que Jean-Pierre était un ancien soldat, bien qu'il n'ait pas l'âge, on murmurait au village qu'il avait connu des zones de conflit, et que sa main ne tremblerait pas. « Qu'est-ce qui te prend, Lefebvre ? T'as mangé de la jusquiame ?» croassa Stéphane, essayant de conserver un semblant d'arrogance, mais reculant vers ses skis. « Tu vises un homme pour des loups ? Ce sont des nuisibles, on touche une prime pour eux. » « Il n'y a pas de loup ici, » martela Jean-Pierre en faisant un pas en avant. La neige craqua sous sa botte comme une sentence. « Ici, c'est chez moi, et tous ceux qui sont chez moi sont mes invités. Et toi, tu es venu sans invitation, et armé. Tu connais la loi de la forêt. Celui qui vient en guerre sur le seuil d'un autre y reste. » Stéphane cracha dans la neige, mais dans ses yeux se lisait une peur animale. Il siffla ses chiens. Crocs-durs et féroces, sentant la peur de leur maître et la menace du vieil homme, s'enfuirent avec joie vers la forêt, grognant de temps en temps en direction de la grange. « D'accord, le vieux, t'as gagné pour aujourd'hui, » lança Stéphane en retournant ses skis. « Mais fais gaffe, la forêt est grande. Tes loups vont grandir, ils commenceront à attaquer le bétail, et c'est toi qui viendras me supplier. Taré. » Il se poussa avec ses bâtons et, rapidement, trop rapidement pour un simple départ, il s'éloigna en glissant vers sa motoneige laissée près de la coupe. Les chiens le suivirent, la queue basse. Jean-Pierre resta à les regarder partir, sans baisser son fusil, jusqu'à ce que le bruit du moteur de la motoneige s'éteigne au loin, se dissolvant dans l'air épais. Ce n'est qu'alors qu'il désarma lentement les chiens et expira, sentant un tremblement de décompression lui secouer les mains. Il se tourna vers la grange. Taïga était toujours dans l'embrasure, mais le poil de son garrot commençait à se calmer. Elle regardait Jean-Pierre d'un regard fixe. Il n'y avait pas dans ce regard la douceur qu'a un chien accueillant son maître. C'était le regard d'un égal à un égal. Elle avait vu comment il s'était interposé entre ses enfants et la mort. Elle avait vu comment il avait chassé la meute étrangère. À côté de sa patte, le museau de gris apparut. Le louveteau tremblait, l'adrénaline retombait, laissant place à la peur. Mais lui aussi regardait l'homme. Jean-Pierre ne s'approcha pas. Il savait qu'ils avaient maintenant besoin de se calmer. Il se contenta de hocher la tête à la louve, comme à un vieux camarade après un combat, et rentra dans la maison, sentant une fatigue de plomb s'abattre sur ses épaules. Aujourd'hui, il avait franchi une ligne. Il était devenu l'ennemi des hommes pour protéger des bêtes. Mais en regardant le ciel pur et haut, auquel il venait d'envoyer un salut de plomb, Jean-Pierre Lefebvre ne ressentait aucun regret. Il sentait seulement qu'il avait fait ce qu'il fallait. Les jours qui suivirent la visite de Stéphane s'écoulèrent comme de la résine épaisse et figée. La tension qui pesait sur la vallée ne se dissipa qu'une semaine plus tard, lorsque la motoneige de service, une taïga, peinte de bandes bleues de la garde forestière, pétarada devant le portail de Jean-Pierre. Lucas Bernard, le jeune inspecteur affecté à ce secteur cet automne-là, sauta de la selle. Lucas était un garçon d'environ 25 ans, le teint rubicond à cause du gel et d'une jeunesse éternelle, avec un visage ouvert et simple. Il était grand mais gauche, s'emmêlant constamment dans les longs pans de son par-dessus d'uniforme, mais ses yeux étaient honnêtes, d'un bleu clair, regardant le monde avec un optimisme inébranlable. Lucas vénérait Jean-Pierre, le considérant comme une légende vivante de la région, et essayait toujours d'apporter au vieil homme un journal ou une miche de pain frais de la ville. Cette fois, il apportait des nouvelles plus importantes que le pain. Tout en secouant la neige de son bonnet sur le perron et en s'efforçant de ne pas regarder les traces de loup qui parsemaient la cour, bien qu'il les ait évidemment remarquées, il garda un silence poli. Lucas raconta que Stéphane le Brizos avait été pris en flagrant délit près d'un refuge forestier éloigné. Dans son traîneau, on avait trouvé les peaux de 2 porcs musqués, pire encore, la patte d'un ours. Le braconnier risquait maintenant une peine de prison ferme, et la forêt pouvait respirer. Jean-Pierre écoutait en hochant la tête, sentant le poing invisible qui serrait son cœur ces derniers jours se desserrer. La menace humaine était passée. Mais une autre fatalité, dictée non plus par le code pénal mais par la loi de la nature, qui ne connaît pas d'appel, la remplaçait. Décembre avait dépassé sa moitié, approchant du point le plus sombre de l'année. Les louveteaux, ces drôles de boules de poils qui se prenaient les pattes il y a peu, s'étaient transformés. C'étaient maintenant des adolescents, anguleux, aux longues pattes, avec des pieds et des oreilles disproportionnés, mais déjà dangereux. Gris avait presque atteint la taille de sa mère. Son pelage avait foncé, devenant dru et épais, capable de supporter une nuit dans une congère. Il ne jouait plus à des jeux d'enfants.
Ces divertissements étaient devenus des entraînements à la mise à mort. Il pouvait rester des heures en embuscade derrière le tas de bois, guettant un jet imprudent. Et son saut était fulgurant. L'une était devenue souple et rapide comme le mercure. Son pelage argenté se fondait si parfaitement dans la neige qu'elle pouvait disparaître de la vue en s'immobilisant simplement. Même calme, l'éternel contemplateur avait pris de la masse musculaire. Son regard était devenu lourd et attentif, le regard d'un prédateur qui évalue ses chances. La grange était devenue trop petite pour eux. Ils passaient de plus en plus de temps dehors, ne craignant pas le gel, et une nouvelle caractéristique apparut dans leur comportement, la nostalgie. Le soir, quand la pleine lune glaciale apparaissait dans le ciel, ils se mettaient à hurler. Ce n'était plus le gémissement plaintif des premiers jours. C'était un chant. Gris commençait le premier, d'une basse profonde et caverneuse. L'une enchaînait avec un soprano aigu et vibrant, et Taïga tissait dans ce chœur la note puissante et autoritaire du chef de meute. Ils appelaient, ils écoutaient, et la forêt leur répondait. Des crêtes lointaines, à des kilomètres de là, parvenait le hurlement en réponse des meutes sauvages. Là-bas, au cœur de la forêt, commençait la période du rut. Le temps de créer de nouvelles alliances et de se battre pour des territoires. Les loups y étaient attirés par une force ancestrale du sang, à laquelle il est impossible de résister. Jean-Pierre Lefebvre comprit, le moment était venu. Les garder plus longtemps signifierait briser leur esprit, transformer de fiers animaux en chiens de garde, malheureux et aigris. Il devait être celui qui couperait le cordon. Cette décision lui fut plus difficile que ce coup de feu en l'air. Il commença la procédure de séparation. Le premier pas fut de les priver de nourriture. Le matin, lorsque les louveteaux, par habitude, coururent vers le perron, attendant leur ration de viande, Jean-Pierre sortit les mains vides. Il vit leur perplexité. Gris lui donna un coup de museau dans sa botte, gémissant avec exigence. L'une s'assit et pencha la tête, ne comprenant pas pourquoi le rituel était rompu. Taïga se tenait à l'écart, et dans ses yeux, Jean-Pierre lut la compréhension. Elle savait que la fête était finie. Non, dit fermement Jean-Pierre, cachant ses mains dans ses poches pour ne pas trahir leur tremblement. Il n'y a pas de nourriture. Si vous voulez manger, allez dans la forêt. Vous êtes des loups, pas des mendiants. Il se retourna et rentra dans la maison, fermant la porte hermétiquement. Son cœur saignait en écoutant à travers le mur leurs gémissements désorientés. Mais il le savait, la faim est le meilleur des maîtres. La faim les forcerait à s'éloigner de l'habitation, à activer pleinement leurs instincts. Toute la journée, ils attendirent dans la cour. Mais vers le soir, Taïga les releva, donna un coup de museau à Calme qui espérait encore un miracle, et les emmena en direction de la forêt. La deuxième leçon fut encore plus dure. La nuit, le gel tomba à -40. Habituellement, par un tel temps, Jean-Pierre laissait la porte de la grange entr'ouverte pour qu'il puisse se réchauffer dans le foin. Mais aujourd'hui, alors que le crépuscule s'épaississait, il sortit avec un marteau et des clous. Sous le regard attentif de Taïga, revenu d'une chasse infructueuse, il cloua hermétiquement la porte de la grange. Le son du marteau résonnait dans l'air glacial comme les coups du destin. Les louveteaux s'agitaient près du mur, griffant le bois, essayant d'entrer dans leur repère chaud et sûr. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient chassés, pourquoi celui qui les avait sauvés les condamnait maintenant au froid. Jean-Pierre termina son travail sans les regarder. Il se sentait comme un traître, comme Judas, mais dans sa trahison se trouvait la forme la plus élevée de l'amour. Un amour qui offre la liberté par la douleur. C'est fini, les enfants. Croassa-t-il sans se retourner. La boutique est fermée. Habituez-vous à la neige. Il n'y a pas de poils dans la forêt. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis près de la fenêtre dans l'obscurité, sans allumer de lumière, et but une liqueur amère, regardant les 4 silhouettes grises se rouler en boule directement sur la neige, à la belle étoile, se serrant les uns contre les autres pour conserver la chaleur. Taïga s'était couchée du côté du vent, protégeant ses enfants de son corps. Elle ne gémissait pas. Elle avait accepté la nouvelle leçon. La maison de l'homme n'était plus leur maison. Au cours de la semaine suivante, le processus de séparation s'accéléra. La faim et le froid firent leur œuvre. Taïga commença à emmener les louveteaux dans la forêt pour 2 ou 3 jours. Au début, ils revenaient maigres, fatigués et avides de chaleur, mais Jean-Pierre ne les laissait pas entrer dans la grange et ne leur donnait pas de nourriture. Et ils cessèrent de demander.
Leurs corps se renforcèrent, s'endurcirent au gel. Maintenant, en revenant, ils ne couraient plus vers le perron en remuant la queue. Ils s'arrêtaient à la lisière de la forêt, observant la maison. Dans leur regard, la confiance enfantine avait disparu. Une méfiance d'acier de bête sauvage était apparue. Gris fut le premier à montrer de l'agressivité envers les affaires de l'homme. Il ne jouait plus avec les bûches. Il marquait son territoire par-dessus les marques de Jean-Pierre, affirmant son indépendance. Un jour, Jean-Pierre les vit traquer un chevreuil. Cela se passa au bord d'une clairière, visible depuis la fenêtre. Ils agissaient de manière coordonnée, comme un seul mécanisme. Taïga poursuivait la proie. Gris et Lune coupaient les voies de retraite. Et calme, ce penseur silencieux, était en embuscade exactement là où l'animal effrayé allait surgir. Ce n'était pas un jeu, c'était la mort pour la vie. Jean-Pierre regarda ce festin sanglant à la jumelle, et deux sentiments se battaient en lui, l'horreur devant la cruauté de la nature et la fierté que ses filleuls aient survécu. Ils étaient devenus de vrais loups. Les derniers jours de décembre marquèrent la ligne d'arrivée. Les loups apparaissaient de plus en plus rarement près de la maison, seulement pour inspecter leur ancien territoire, comme on inspecte un terrier abandonné. Le lien se rompait, le fil s'amincissait. Jean-Pierre sentait la maison se vider, le silence d'antan revenir, mais maintenant, il n'était plus vide. Il était rempli de l'attente du dénouement. Un soir, alors que Lucas était de nouveau passé voir le vieil homme, il remarqua un changement chez Jean-Pierre. Le vieil homme avait maigri, était devenu encore plus silencieux, mais dans ses yeux était apparue une sorte de paix solennelle. Alors, Jean-Pierre, ils sont partis, vos locataires ? Demanda Lucas en allumant une cigarette sur le perron. Ils s'en vont, Lucas, ils s'en vont, répondit Jean-Pierre en regardant le mur sombre de la forêt. Et Dieu merci. Leur place n'est pas ici. Ils ont bientôt leurs propres amours, leurs propres lois. Il ne raconta pas au jeune homme à quel point il avait été douloureux de clouer la porte de la grange au nez des louveteaux. C'était son secret, sa croix et sa fierté. Il ne les avait pas sauvés pour lui, il les avait sauvés pour la forêt. Et la forêt avait déjà tendu vers eux ses mains glacées, prête à accueillir ses enfants prodiguant son sein. Le 31 décembre tomba sur les monts du Jura avec une douce chute de neige poudreuse, recouvrant le monde d'un silence que l'on ne connaît qu'avant la naissance de quelque chose de nouveau. Jean-Pierre Lefebvre se réveilla à l'aube, sentant dans sa poitrine une étrange légèreté solennelle. Comme si le lourd sac à dos qu'il avait porté en montagne ces 2 derniers mois avait enfin été déposé au col. La journée se passa en tâches simples et compréhensibles, celles qui ancrent un homme à la terre, l'empêchant de se dissoudre dans la solitude. Il lava les planchers du chalet, les frottant jusqu'à ce qu'ils soient jaunes, sortit du coffre une chemise en lin propre, qui sentait la lavande séchée, celle que Marie lui avait brodée pour leur dernière fête ensemble. Dans le coin, sous les icônes, il alluma une veilleuse, et sa flamme timide se refléta dans la vitre sombre de la fenêtre, rivalisant avec le jour d'hiver déclinant. Le soir, alors que le crépuscule commençait à s'épaissir, transformant les sapins en tours pointues, Jean-Pierre sortit dans la cour. Il ne coupa pas de sapin de Noël. Pourquoi tuer un arbre pour une seule nuit quand on vit dans la forêt ? À la place, il choisit un jeune sapin touffu qui poussait près du perron et le décora avec ce qu'il trouva dans la maison, de vieux rubans rouges, quelques pommes de pin enveloppées dans du papier d'aluminium de chocolat, et une poignée de sorbes, aussi vives que des gouttes de sang sur la neige. C'était son arbre, un modeste hommage à la tradition, un phare de chaleur dans l'océan infini du froid. Vers minuit, il dressa la table, non pas dans la maison, mais directement sur le perron, sur la large balustrade débarrassée de la neige. Il y avait là une bouteille d'eau de vie embuée, une tranche de pain de campagne généreusement saupoudrée de gros sel, et un plat de viande de cerf coupée, les meilleurs morceaux qu'il gardait pour une occasion spéciale. Ce n'était pas son dîner, c'était une offrande. Jean-Pierre enfila son pardessus, s'assit sur une marche et attendit. Le gel était doux, une 15aine de degrés. L'air sentait la résine et la fumée. Le silence était si dense que le bourdonnement dans ses oreilles semblait une musique. Et ils vinrent. Ils n'apparurent pas comme des invités, mais comme des ombres se détachant du mur noir de la forêt. Silencieusement, comme s'ils marchaient sur l'air, 4 silhouettes surgirent à la limite de la lumière provenant de la fenêtre. En un mois, ils avaient changé au point d'être méconnaissables. Ce n'étaient plus les créatures pitoyables et gelées qu'il avait fait entrer dans la grange, ni les adolescents maladroits qui rongeaient le perron. C'était une meute. En tête marchait Taïga. Son pelage d'hiver était lustré,
ses muscles roulaient sous sa peau avec la puissance d'un ressort comprimé. Elle se déplaçait avec la grâce d'une reine qui sait que cette terre lui appartient de droit. Derrière elle, un peu en retrait, marchait Gris. Il était devenu immense, atteignant presque sa mère au garrot. Son regard était lourd, direct, dénué de peur. Luné calme se tenait sur les flancs, contrôlant le périmètre. Leurs oreilles captaient chaque bruissement de la nuit. Ils s'arrêtèrent à 10 pas du perron. Personne ne remuait la queue, personne ne gémissait. Entre l'homme et les bêtes s'étendait une ligne invisible qu'aucune des parties n'osait franchir. C'était la distance du respect. Jean-Pierre, lentement pour ne pas effaroucher l'instant, souleva le plat de viande et le renversa doucement dans la neige devant le perron. Les morceaux de viande heurtèrent sourdement la neige durcie. En d'autres temps, il se serait jeté sur la nourriture en se battant et en grognant. Mais aujourd'hui, il restait immobile. Taïga leva la tête et regarda Jean-Pierre droit dans les yeux. Il n'y avait dans ce regard ni demande, ni soumission. Dans ses yeux jaunes se reflétait la flamme de la veilleuse de la fenêtre et la sagesse infinie et froide de la forêt. Elle lui disait adieu. Elle le remerciait non pas pour la nourriture, mais pour lui avoir permis de rester elle-même, pour ne pas lui avoir mis de collier, ne pas l'avoir enfermée dans une cage, mais l'avoir poussée dans le froid quand le moment était venu. Jean-Pierre sentit une boule lui monter à la gorge, mais il se retint. « Bonne année, les vagabonds !» dit-il doucement, et sa voix trembla. « Vivez longtemps et ne croisez plus le chemin des hommes. » Gris fit un pas en avant, renifla la viande, mais ne la mangea pas. Il leva la tête, regarda l'homme d'un long regard scrutateur, comme pour mémoriser son odeur, l'odeur du seul être au monde qui ne porte pas la mort. Puis il renifla, un nuage de vapeur s'échappa de sa gueule, et il recula dans l'ombre. C'est alors que cela se produisit. Loin en contrebas, dans la vallée où se trouvait le village, l'horloge du vieux clocher se mit à sonner les 12 coups de minuit. Et au dernier coup, les premières fusées de feux d'artifice s'élevèrent dans le ciel. Des lumières vertes, rouges, dorées s'épanouirent au-dessus des montagnes, et quelques secondes plus tard, le grondement parvint jusqu'à la maison de Jean-Pierre, un grondement roulant, étranger, semblable à une canonnade. Les louveteaux tressaillirent, plaquant leurs oreilles. Calme recula, mais Taïga ne bougea pas. Elle regardait les éclairs de feu dans le ciel, non pas avec peur, mais avec défi. Et quand le grondement cessa, elle renversa la tête vers la lune et se mit à chanter. C'était un hurlement qui fit se dresser les cheveux de Jean-Pierre sous son bonnet. Puissant, pur. Il montait vers les étoiles, couvrant l'écho de l'agitation humaine. C'était un hymne à la vie, l'affirmation de leur droit d'être ici, sur cette terre, sous ce ciel. Une seconde plus tard, Gris la rejoignit. Sa basse ajouta au chant puissance et menace. Puis l'une entra, aiguë et sonore, et calme, exécutant des roulades complexes et chatoyantes. Les 4 voix fusionnèrent en une symphonie sauvage qui remplit le monde entier, des sommets enneigés jusqu'au cœur du vieux garde forestier. Ils ne chantaient pas pour lui. Ils chantaient pour eux-mêmes, célébrant leur liberté, leur force et leur meute. Le chant cessa aussi soudainement qu'il avait commencé. Taïga baissa la tête, jeta un dernier regard bref à Jean-Pierre, se retourna et partit d'un trot léger vers la forêt. Les louveteaux, non, les jeunes loups maintenant, la suivirent. Ils se dissolvèrent dans l'obscurité des arbres comme s'ils n'avaient jamais été là, ne laissant sur la neige qu'une chaîne de traces profondes et la viande intacte. Le dernier signe qu'ils n'avaient plus besoin d'aumône. Ils avaient choisi la liberté, même si elle était affamée. Jean-Pierre resta seul. Le silence revint, mais il était maintenant différent, non pas vide, mais vibrant, rempli de sens. Il versa dans un verre à facettes de l'eau de vie, le leva vers le ciel étoilé. À ceux qui partent, murmura-t-il, et à ceux qui restent pour attendre. Il but d'un trait, sentant le liquide ardent lui brûler la gorge, chassant le froid. Le vent agita les branches du sapin décoré, faisant tomber une motte de neige au sol. Jean-Pierre baissa les yeux. Là où se tenaient les loups il y a un instant, la neige était retournée par leurs pattes. Et dans l'une de ces cavités, creusée par une puissante poussée de la patte de Gris, Jean-Pierre vit un petit miracle. Sous une épaisse couche de neige, à l'abri du gel, verdoyait une minuscule pousse de jeune sapin, robuste, qui avait percé les aiguilles mortes. Elle était petite, fragile, mais vivante, malgré l'hiver, malgré la glace, malgré tout. Le vieil homme sourit, et les rides de son visage s'adoucirent. La vie continuait.
Le cycle s'était refermé pour recommencer. Il resta encore un peu, respirant l'air glacial de la nouvelle année, puis il rentra dans sa maison, où il faisait chaud, où ça sentait le pain et le souvenir, sachant qu'il ne serait plus jamais vraiment seul, tant que quelque part dans les montagnes résonnerait le chant de ses loups. Cette histoire nous rappelle que le vrai miracle n'est pas la magie, mais la miséricorde. Le Seigneur vient souvent à nous sous l'apparence la plus inattendue, et dans cette terrible tempête, il a frappé à la porte de Jean-Pierre non pas pour demander, mais pour le sauver lui-même de la solitude glaciale. Nous cherchons souvent Dieu dans de grands signes, alors qu'il vit dans le simple bien que nous offrons sans rien attendre en retour. Que dans la nouvelle année qui commence, vos cœurs soient ouverts à l'amour, et vos maisons à la chaleur. N'ayez jamais peur de tendre la main, car la bonté est la seule lumière qui ne s'éteint jamais, même dans la nuit la plus sombre. Que Dieu vous bénisse et protège vos familles de toutes les tempêtes de la vie. Si cette histoire a touché votre âme, partagez-la avec vos proches, pour multiplier la lumière dans ce monde.